Bonsoir à tous et bienvenue sur ce live TikTok où ce soir nous sommes dans le musée Carnavalet pour faire une petite visite d'une petite partie de ce musée qui parle de la ville de Paris. Je suis en compagnie de Anne Lorsol qui est conservatrice en chef du patrimoine et responsable des peintures et des vitraux du musée Carnavalet. Oui. Et elle sera là pour vous guider ce soir à travers une petite partie de l'histoire de Paris. Et pas des moindres, puisqu'on va évoquer un petit peu la commune, surtout nous intéresser à ce qu'on appelle la Belle Époque. Et surtout, on a une petite partie dans un lieu assez exceptionnel qui est une bijouterie qui a été créée par Alphonse Mouchat et dans laquelle on peut se balader et voir ce bijou, bijou d'architecture, de meubles, de design, de vitraux avec la pâte Mouchat. Et si on a le temps, on ira faire un tour dans la partie qui parle de Marcel Proust, qui est un grand écrivain français, si ce n'est un des plus grands. Un des plus grands. Voilà. Est-ce que donc, nous avons plusieurs personnes qui viennent d'arriver ou c'est toujours en train de monter? Donc du coup, on commence ce live dans un lieu assez exceptionnel, dans le musée Carnavalet. Je vous laisse, Anne-Laure, nous expliquer où on est exactement. Alors ici, on se trouve dans un endroit qu'on appelle le Salon Wendel. Et donc, il s'agit d'un salon, une salle de bal, qui a été peinte en 1925, suite à la commande par un industriel qui s'appelle Maurice de Wendel, à un peintre catalan, José Maria Sert, qui était déjà un peintre très à la mode à cette époque-là. Et donc Maurice de Wendel va commander à Sert un décor pour sa salle de bal. Et il va faire appel à lui parce que Sert est connu pour utiliser une technique. Il peint sur des feuilles d'argent. Et la nuit, avec le miroitement des chandelles, on peut imaginer que ça devait donner une atmosphère absolument extraordinaire. Voilà, vous pouvez voir, il y a des glacis rouges, blancs, noirs qui sont posés sur de la feuille d'argent. Donc ça donne une profondeur très particulière à ce décor. Et alors ce décor, il raconte une histoire qui est très adaptée par Sert. Donc c'est le voyage de la reine de Saba. On la voit, la reine de Saba, là vous voyez, elle est toute nue sur son éléphant blanc. Et elle s'apprête à traverser 1000 aventures. Elle est accompagnée par sa cour d'acrobates, d'astronomes, de guerriers, de femmes de chambre. Et donc, voilà, on a tout le cortège de la reine de Saba qui se déploie ici sur les murs pour l'accompagner dans ce voyage. Ce très beau décor, il se trouvait donc au rez-de-chaussée de l'hôtel particulier de Maurice de Wendel, quai de New York, donc devant la Seine. Et on peut imaginer que la nuit, à la lueur des chandelles, ça devait être enchanteur. Et c'est un décor qui a rejoint le musée Carnavalet en 1989. On a construit tout spécialement pour ce décor une boîte dans la boîte pour que la taille de ce décor rentre parfaitement dans cet espace et qu'on puisse avoir à éprouver l'atmosphère que devaient sûrement ressentir les invités de Maurice de Wendel. Se diriger vers une partie qui parle de la commune. Alors déjà, on va commencer avec une question très simple. Qu'est-ce que la commune? Oh là là, c'est une question très simple. Et qui a conduit en tout cas les Prussiens jusqu'aux portes de Paris. D'accord. Et Paris a été assiégé pendant l'hiver 1870, un hiver redoutable. Les gens sont morts de faim. Il y avait un marché aux rats qui était organisé devant l'hôtel de ville. Il paraît qu'on a mangé les animaux du zoo. Enfin, ça a été vraiment un moment d'épreuve considérable pour le peuple de Paris. Et la résistance s'est organisée entre une frange de la vie politique qui était plutôt conservatrice et donc a accepté de signer la capitulation de la France. Et une frange qui a décidé de résister et qui était plutôt animée par des républicains progressistes. Et derrière vous, il y a un tableau qui est tout à fait extraordinaire où on voit Léon Gambetta, le 7 octobre 1870. Alors, est-ce qu'on le voit est-ce qu'il est représenté sur le tableau? On l'a bien couvert, vous voyez, on lui a mis un bonnet de fourrure et un manteau
parce qu'il s'apprête à monter dans ce ballon. Donc ces 2 ballons ont été placés dans une carrière à Montmartre. Donc à une période où Montmartre ne ressemblait pas du tout au Montmartre qu'on connaît aujourd'hui. Montmartre était un village récemment annexé à la ville, et donc avec beaucoup de terrains vagues, de bidonvilles, de champs et de moulins bien sûr. Et donc on a installé ces 2 montgolfières là. Ce qui est amusant, c'est de savoir que c'est le photographe Nadar qui s'est occupé de toute cette organisation logistique. Et on voit Gambetta, qui était à l'époque ministre de l'Intérieur, et qui s'apprête à quitter Paris, à échapper aux Prussiens pour organiser la résistance à partir de la ville de Tours. Alors son ballon ne va jamais arriver à rejoindre Tours. Il va être emporté par le vent près d'Amiens, et Gambetta sera obligé de faire le reste du trajet en voiture. C'est une histoire, moi je ne connaissais pas du tout, elle est très amusante. Et surtout de l'avoir représenté. Qui est le peintre Le peintre, donc c'est un peintre qui s'appelle Jules Didier. Ouais, d'accord. Il était là à ce moment-là, ou est-ce qu'on sait s'il y était? Non, on ne sait pas s'il était, mais c'est un épisode qui est vraiment mythique, qui montre la résistance du peuple de Paris. Et si vous voulez, quand De Gaulle quitte la France pour rejoindre l'Angleterre, au moment de la Deuxième Guerre mondiale, tout le monde s'est dit qu'il avait dû penser à Gambetta quittant Paris pour échapper aux Prussiens et organiser la résistance. Sauf qu'il n'a pas pris de montgolfière de son côté. Non. C'est assez important de replacer la commune dans ce contexte, parce que c'est effectivement suite à la signature de l'armistice au mois de janvier 71 que le peuple de Paris va s'insurger en fait contre cette capitulation. Et il y a eu des élections qui ont porté au pouvoir des représentants plutôt conservateurs, sauf à Paris, où il y a des élus du peuple qui sont plutôt républicains, voire républicains très affirmés. Très ancrés dans leurs convictions. Et donc, il va y avoir une scission entre un gouvernement conservateur et monarchiste et une frange du monde politique avec des idées sociales, anarchistes. Et c'est à partir de ce moment-là que Paris, exclusivement au départ, va demander à refonder la Commune de Paris, qui est une référence en fait à la Commune de Paris qui avait été fondée en 1792. En fait, la Commune de Paris, c'est un mouvement politique qui puise une partie de son inspiration dans la Révolution française. D'accord. Et donc, à partir du mois de janvier 1871, s'organise à Paris un gouvernement d'opposition, un gouvernement d'opposition qui est fort de quelque chose, c'est la garde nationale. D'accord, donc c'est une armée qui est constituée de citoyens. Et ces citoyens, bien sûr, ils sont proches du peuple. Hein. Ce sont les pères, les frères, de gens qui vivent à Paris. Et ces Parisiens vont s'organiser pour résister à ce gouvernement conservateur qui a fui la capitale. Et donc, il y a beaucoup d'événements qui vont effectivement conduire à un affrontement direct avec ce gouvernement conservateur, en particulier à partir du mois de mai 1871. Donc le 21 mai, les troupes du gouvernement versaillais entrent dans Paris et vont vraiment réduire à néant, si vous voulez, progressivement les troupes des gardes nationaux. Donc, on va appeler cette semaine la semaine sanglante. Hein, il va y avoir une oppression terrible et tous ces idéaux communards vont être réduits à néant à ce moment-là. Alors, vous pouvez voir ici un certain nombre d'éléments qui rappellent l'aventure qu'a été la Commune, l'insurrection qu'elle a représentée.
avec par exemple ce portrait de Jules Vallès, Jules Vallès qui est un des grands représentants justement des idées de la Commune et qui animait un journal qui s'appelait Le Cri du Peuple, qui au moment de la capitulation a été interdit parce qu'il avait porté en une le cri de Paris vendu, vendu aux Prussiens. Et puis aussi cette photographie où on voit Gustave Courbet, donc le peintre Courbet. Le fameux qui a fait notamment un tableau très connu que vous pouvez voir au musée d'Orsay qui est L'origine du monde. Voilà. Qu'on ne pourra jamais montrer sur TikTok, je suis navrée. Entre autres tableaux très connus, mais donc un peintre extrêmement... on est en train d'expliquer. Et donc, enfin, un peintre tout à fait novateur, imprégné justement d'idées socialistes, oui. Et qui va faire partie des élus de la Commune et qui va prendre en charge la Fédération des artistes. Et dont on voit du coup l'affiche au-dessus. Voilà, absolument. Donc la Fédération des artistes qui comprend, voilà, comme c'est écrit sur cette affiche, 16 peintres, 10 sculpteurs, 5 architectes. Et donc cette Fédération des artistes qui va avoir l'initiative du décret pour la destruction de la colonne qui se trouve place Vendôme, donc une colonne qui avait été construite en 1810 à la demande de Napoléon, de l'empereur Napoléon, à la gloire de la Grande Armée, et donc qui pour les fédérés, pour les communards, représente le symbole, si vous voulez, du militarisme, de l'oppression, et donc doit être détruite. Donc, ce qui est intéressant du coup, en fait, c'est que c'est aussi une tradition qui a perduré, le fait de détruire des monuments ou des statues qui sont dans l'espace public et qui représentent une période qu'on veut un peu oublier. Donc là, c'est ce qui se passe avec cette colonne-là. On fait table rase de Napoléon. Oui, la statue, c'est un symbole, et donc là, c'est toujours très facile de détruire un symbole et d'en reconstruire aussi. Et d'en reconstruire d'autres derrière. Mais donc la destruction de la colonne à la gloire de la Grande Armée, c'est effectivement un des grands symboles de la Commune, un symbole qui va avoir des conséquences terribles, en particulier pour Courbet, parce qu'il va y avoir des lois ensuite les communards seront très punis, si j'ose dire, quand le gouvernement de Thiers aura maté cette insurrection. Et donc Courbet ira en prison, il sera condamné à payer une amende. Tout ça aura des conséquences terribles pour les fédérés, mais beaucoup de fédérés qui vont s'exiler en Angleterre pendant une dizaine d'années. Et puis il y en a d'autres qui seront même déportés après la Commune. En particulier, voilà, vous avez ici Louise Michel, Louise Michel qui était institutrice, extrêmement politisée, qui va participer à la Commune en tant qu'ambulancière, mais qui va aussi animer des clubs politiques. Des clubs politiques, et puis qui après qui va être condamné aux travaux forcés et qui va être déporté en Nouvelle-Calédonie, voilà, en punition, si vous voulez, de sa participation à la Commune. Et là, on a aussi une femme qui est aussi représentative de cette époque, qui est un peu moins connue que Louise Michel. Alors, pourquoi est-ce que les femmes sont aussi politisées, enfin, certaines femmes sont aussi politisées à cette époque? C'est-à-dire que une des hypothèses, c'est que les femmes, pendant le siège de Paris, donc en 1870, elles ont été obligées de s'occuper de beaucoup de choses, de l'approvisionnement, de la vie matérielle. Et donc, elles se sont réunies beaucoup, puisqu'on faisait beaucoup la queue pour acheter à manger, du bois de chauffage, etc., etc. Et donc, les femmes ont pris l'habitude de commenter l'actualité. Et même les femmes qui n'avaient pas accès à une instruction en particulier. Et donc, il y a une politisation des femmes à ce moment-là. Qui est assez forte, et Séverine en fait partie. Alors, Séverine, c'est une intellectuelle, c'est un petit peu différent. C'est la compagne de Jules Vallès. Et elle va, à un moment, diriger le journal Le Cri du Peuple. Elle va écrire énormément d'articles dans tous les journaux socialistes de l'époque. Et être des combats en faveur voilà, justement du progrès social. Alors ici, là, il y a des choses qui sont très intéressantes, si on peut leur montrer. Alors,
La semaine sanglante, elle est parsemée de nombreux incidents, hein, d'exécutions d'otages de par les communards, d'exécutions de communards par le gouvernement versaillais, mais elle est aussi elle est aussi parsemée de très nombreux incendies, d'incendies qui sont soit allumés par les communards, soit la conséquence, si vous voulez, de batailles ou de bombardements, parce que la ville est aussi bombardée par l'armée versaillaise. Et donc, il y a énormément de monuments parisiens symboliques, là encore, qui vont être détruits à ce moment-là. Alors, parmi les monuments les plus importants, il y a bien sûr le Palais des Tuileries, hein, quand même la résidence des rois et de l'empereur Napoléon III également. Donc le palais des Tuileries va être détruit irrémédiablement à ce moment-là. Il y a aussi l'hôtel de ville. Alors l'hôtel de ville qui a été construit quand même par pendant le règne de François Ier. Va être détruit également à ce moment-là. Et donc, il y aura plusieurs conséquences, en particulier la disparition de tout l'état civil, de tous les registres d'état civil parisiens, et d'une partie des collections du musée Carnavalet qui étaient entreposées à cet endroit-là, mais on pourra peut-être en reparler après. Et puis, il y a aussi tout un travail de mémoire qui va s'organiser après cette semaine sanglante, et dont témoignent ces objets, vous voyez, qui sont des objets qui ont été ramassés, collectés dans les débris des brasiers. Brasier de l'hôtel de ville, brasier du palais de justice, brasier de la cour des comptes, puis brasier du palais des Tuileries. Et donc vous voyez ces agglomérats de fer, ce verre fondu, cette statue qui ornait un candélabre qui se trouvait à l'hôtel de ville. Voilà, tout ça, ce sont des morceaux un peu martyrs de cette semaine sanglante que les Parisiens ont eu à cœur de conserver, oui, comme des témoignages de la violence en fait, de ce qui était une guerre civile. Ce que vous me racontiez aussi, du coup, c'est qu'avec ces ruines, les Parisiens allaient se balader dedans comme on se balade dans le. Alors, je ne sais pas s'ils se baladaient, mais en tout cas, ils ont vécu pendant plusieurs dizaines d'années dans un paysage de ruines. Dans le centre de la ville, hein, entre l'hôtel de ville et le palais des Tuileries, c'était détruit complètement. Il y avait des ruines au niveau du genou. Et donc là, par exemple, vous voyez cette photographie. C'est une photographie qui vous montre l'intérieur du palais des Tuileries après l'incendie. Et donc cette ville de Paris, qui était une ville magnifique, avec les travaux qui avaient été initiés par Haussmann, est quand même considérablement ruinée à ce moment-là. Et il y a un tourisme de la ruine qui va s'organiser. Et il va y avoir des photographies, des albums qui montreront les ruines de Paris, qui vont devenir pendant une vingtaine d'années des curiosités touristiques que les visiteurs étrangers vont venir voir comme ça. Voilà, c'est très étonnant. C'est très étonnant. Ouais, du coup, après la destruction, commence la reconstruction. Voilà, après la destruction commence la reconstruction, avec la construction de statues que tout le monde connaît. Hein. La statue de la place de la République, avec cette énorme représentation de Marianne qui va devenir la figure adoptée à ce moment-là. C'est aussi le moment où on adopte l'hymne de la Marseillaise, où le 14 juillet devient une journée nationale. Et donc dans la ville, on est très attentif à construire des éléments de réconciliation pour tous les citoyens. Donc il y a cette Marianne de la place de la République, et puis ce monument aussi hommage à la gloire de la République, construit par Jules Dalou 10 ans plus tard, place de la Nation. Donc ça, ce sont les... on a une petite question. C'est quand quelqu'un qui vient d'arriver sur le live et qui demande quand s'est passé l'incendie exactement. C'était dans la semaine sanglante, c'est ça? Entre le 21 et le 26 mai. C'est la semaine sanglante. 1871. Oui, 1871. Et ça s'est très mal terminé pour les communards, puisque les derniers fédérés qui s'étaient réfugiés dans le cimetière du Père-Lachaise ont tous été exécutés le long du mur du Père-Lachaise. Il y a eu 150 personnes fusillées à cet endroit-là, qu'on appelle maintenant le mur des fédérés.
D'accord. Voilà. Alors justement, n'hésitez pas à poser des questions. On est Anne-Laure Sol, qui est la conservatrice en chef du patrimoine, et qui est du coup responsable des peintures et des vitraux au musée Carnavalet. Et là, pour y répondre, donc profitez-en. Et juste en face, on se retrouve face. Voilà, parce qu'il y a ce programme de monuments publics, de sculptures dans la ville qui est vraiment caractéristique de ces premières années de la Troisième République. Mais il y a aussi l'instauration de beaucoup de lois qui vont dans le sens d'un progrès social. Alors, ces lois, elles avaient déjà été esquissées par la commune, en fait. Donc, c'est le prolongement des idées républicaines qui étaient portées par un certain nombre de fédérés. Mais il y a par exemple les lois qu'on appelle les lois de Jules Ferry, donc en 1881, qui vont rendre l'école obligatoire, laïque, gratuite pour les garçons et pour les filles, de 6 à 13 ans. Donc on dispense une instruction la même dans toute la France pour les garçons et pour les filles, et de manière gratuite et laïque. Ce qui est très important, puisqu'avant, l'éducation était plutôt dispensée par des religieux, voilà, par des prêtres ou des religieuses. Il va aussi y avoir des lois très importantes sur le travail des enfants, qui vont permettre justement de dégager les enfants d'un certain nombre de tâches et de pouvoir leur permettre d'accéder à l'éducation. Il y a aussi des lois sur la liberté de la presse. À partir de 1881, la presse est libre. Des lois sur le droit de grève, des lois sur la liberté de réunion aussi pour les syndicats. Donc c'est un moment quand même de progrès social extrêmement important. Alors à des vitesses différentes. Le suffrage universel arrivera un petit peu plus tard pour les hommes d'abord, et puis beaucoup plus tard pour les femmes. Beaucoup plus tard. Mais il y a quand même tout un tas de réformes, de lois qui vont dans le sens d'un progrès social et qui sont encore les lois dans lesquelles nous vivons aujourd'hui. Qui sont les bases, qui existent encore, qui sont les bonnes bases qui sont qui sont les bases du modèle républicain dans lequel on vit aujourd'hui et qu'on essaye de préserver. Et donc sur ces bonnes bases, ça permet aussi plein de nouvelles choses qui se mettent en place. Donc surtout, on en parlait tout à l'heure de Montmartre, qui était des terrains vagues avec des moulins qui ne ressemblent pas du tout au Montmartre d'aujourd'hui, de bidonvilles, où les gens pauvres vivaient. Et donc avec ce renouveau de la Troisième République, arrive un renouveau aussi social et culturel. Voilà, oui, alors, un renouveau social et culturel, il y a différentes raisons. C'est aussi qu'il y a toute une partie de la population qui peut qui achète, qui se met à collectionner, à acheter. Il y a un développement aussi du marché, des galeries. Un changement économique. Il y a un changement économique. Et puis, il y a aussi un changement dans la manière d'être artiste, en fait, à ce moment-là, qui fait qu'il n'y a plus que le cursus classique et officiel de l'école des beaux-arts, mais il y a aussi des renouveaux, des gens qui décident de créer en n'ayant pas fait, en n'ayant pas été élève de l'école des beaux-arts. Donc il y a une façon différente aussi d'être artiste. Il y a beaucoup de gens qui ont l'ambition de devenir artiste à ce moment-là, aussi grâce à l'éducation en fait, bien sûr. Et puis il y a aussi l'attrait que représente Paris à ce moment-là, puisque c'est la deuxième ville d'Europe la plus habitée après Londres. Il y a environ 2,5 millions d'habitants à Paris en 1900. Donc il y a eu un accroissement absolument incroyable de population en 50 ans, grâce justement à la fois au développement du chemin de fer et puis à l'attrait économique que représente la ville. Donc tout ça va faire que dans des quartiers qui sont des quartiers défavorisés en fait, comme Montmartre, à l'époque, comme vous l'avez dit, c'est un terrain vague, il y a des moulins, il y a des champs, il y a un endroit qui est tellement misérable de bidonville qu'on l'appelle le Maquis. Et bien dans cet endroit-là, qui n'est Paris que depuis 1860, avant c'était un village en lisière de la ville,
Et ben dans cet endroit-là, il y a énormément d'artistes qui vont venir s'installer. Alors pas parce que c'est pittoresque, hein, ou vraiment pas seulement, mais surtout parce que c'est pas cher du tout d'avoir un atelier à Montmartre. Parce que beaucoup d'artistes n'avaient pas un copec, pas un radis. Ah ben il n'y a pas d'aide, il y a pas d'aide ou très peu. Pas d'intermittence. Il y a pas de, il y a quand même un marché de l'art qui est en voie de développement. Balbutiant. Donc voilà, balbutiant. Donc c'est difficile de percer, d'exister, de trouver une clientèle. Et donc, il y a énormément d'artistes qui vont s'installer dans des quartiers où, justement, c'est pas cher. Ils vont se regrouper dans des phalanstères, comme, je sais pas, il y a des cités d'artistes qui sont en général des anciennes cités d'artisans qui vont transformer en atelier. Il y a la cité des Fusains à Montmartre. Et plus tard, un petit peu plus tard, il y aura le bateau Lavoir. Voilà, mais parce que ça coûte pas cher du tout, en fait. Mais il faut avoir envie d'habiter dans des conditions qui sont très précaires. Très précaires. Très précaires. Très précaires. Et il n'y a pas que des artistes, des peintres, il y a aussi d'autres artistes dont on parlait tout à l'heure des chansonniers, oui. qui est une tranche artistique très particulière. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Parce que ces chansonniers-là sont représentés juste ici. Oui, alors parce que ces artistes, ils vont s'installer à Montmartre, mais ils vont s'installer aussi à Montmartre parce qu'il y a des cabarets et qu'il y a toute une vie nocturne, amusante, un peu transgressive, qui va leur correspondre en fait. Donc il y a des cabarets qui vont se créer à partir de 1880. Le plus connu d'entre eux, c'est le Chat Noir. Mais il y en a plein d'autres en fait. Dont on peut voir d'ailleurs. Voilà, ici, là, c'est l'enseigne du Chat Noir. Qui est juste ici. Je pense que vous avez déjà vu croiser l'affiche avec ce fond, il me semble, jaune. Donc le Chat Noir s'y trouvait rue de Rochechouart. C'est le premier cabaret à s'installer là. C'est un type qui a une idée géniale qui s'appelle Rodolphe Salis, qui va créer ce cabaret où il y a des spectacles, des chanteurs, des chansonniers, des artistes qui peignent sur les murs. Enfin, c'est une espèce de lieu très vivant, vibrant, de créativité. Oui, c'est une espèce de manifestation permanente artistique, espèce de spectacle total. Et donc, les plus grands artistes de ces franges un peu anarchistes, socialistes. Très ancrés politiquement. Oui, comme Sten Lane, Villette, vont venir très régulièrement dans ce cabaret. Il y a des artistes très connus qui vont s'intéresser justement à tout ce mouvement et qui vont s'installer là, Toulouse-Lautrec en particulier. Henri Rivière, et donc toute cette population, elle va fréquenter ces cabarets. Il y en a plus d'une dizaine, plus d'une trentaine, plus d'une quarantaine qui s'installent en très peu d'années, et toutes elles ont des thèmes en fait. Il y a le cabaret du rat mort, alors vous avez ici une enseigne, et sur les murs, on racontait la vie d'un rat de sa naissance à sa mort. Il y a l'auberge du bagne, où les serveurs avaient tous un boulet au pied. Enfin, vous voyez, à chaque fois, il y a des thèmes un peu comme ça, irrévérencieux, anarchistes. En tout cas, c'est une sorte de contre-culture, voilà, qui va être extrêmement stimulante jusqu'à ce que Montmartre tombe un peu en déshérence au profit de Montparnasse. Parce que Montmartre va se gentrifier, comme on le dit. Voilà, on va construire des immeubles en pierre, on va construire des avenues, on va construire des hôtels particuliers. Il y a toute une population beaucoup plus aisée qui va s'installer à Montmartre. Et ben, du coup, les artistes vont partir. n'ont plus les moyens de vivre là-bas. Voilà, et ils trouvent ça beaucoup moins drôle aussi, j'imagine. Et donc, ils vont partir de l'autre côté, sur la rive gauche, à Montparnasse, où il y a une autre histoire de l'art moderne qui s'écrit. Vous m'aviez dit tout à l'heure un surnom qu'on donnait à certains artistes dans les cabarets et les bars. Les hydropathes. Les hydropathes, c'est vraiment la première génération des artistes qui s'installent à Montmartre. Et donc, au départ, ils se retrouvaient dans le 5e arrondissement. Et puis, pour tout un tas de raisons, ils vont autour d'un type qui s'appelle, en plus, c'est vraiment drôle, Émile Goudot. Les hydropathes vont s'installer dans la proximité du cabaret du Chat Noir. Et les hydropathes, c'est ceux qui n'aiment pas l'eau, c'est ceux qui ont peur de l'eau. Et donc, on peut imaginer que ces réunions d'artistes étaient bien arrosées, assez joyeuses, et la source de beaucoup de fantaisie. Voilà. Et il y a une autre tranche de la population, il y a une autre partie de la vie parisienne qu'on retrouve ici, avec cet accrochage absolument fabuleux qu'on peut voir là.
Oui, et qui fait référence du coup aussi à ces changements. Ce qui fait référence aussi à ces changements, ce sont toutes les expositions universelles, puisqu'il y en aura 3. Oui. Donc 1878, voilà, 89 et 1900. Et 1900. Voilà. Voilà, il y en aura d'autres encore, mais après. Les, voilà. Il y en avait une avant, il y en avait une aussi en 1855. Mais bon, voilà. Donc les 3 dont on va parler là, c'est celle-là. Mais, avec la Tour Eiffel, bien évidemment. Alors avant la Tour Eiffel, il y a eu la construction du palais de Chaillot en 1878. Et puis, alors, il faut savoir que ces expositions universelles, elles n'ont pas toujours lieu à Paris, elles n'ont pas toujours lieu. Ça, c'est le plan de l'exposition de 78. Qu'est-ce que c'est ces expositions universelles? Ce sont des manifestations en fait du progrès, de la force en fait d'une nation. Si vous voulez. Donc c'est organisé par les plus grandes nations à ce moment-là, en particulier l'Angleterre et la France. Et et la France va se servir de ces expositions universelles comme de vitrine pour montrer sa force industrielle, sa force artistique. Et puis ces expositions universelles, elles vont attirer des dizaines de millions de spectateurs à chaque fois. Donc 35 millions en 89, 50 millions en 1900. Il faut imaginer ce que ça représente par rapport à la population parisienne. Donc, qui était autour de 2 millions, et demi. 2 millions et demi, oui. C'est énorme. Voilà. Donc, il faut se rendre compte de l'attrait que constituent ces expositions universelles et de la vitrine que ça représente. Alors, comment ? Ce sera presque autant que ce soir. Donc, à chaque exposition universelle, il y a des démonstrations comme ça de prouesses techniques. Alors, en particulier, pour valoriser aussi, du coup. Pour valoriser le savoir-faire français, l'industrie française. Et on construit des pavillons qui montrent justement la force de la France. Alors, là, vous voyez, donc là, c'est un tableau qui est assez extraordinaire, qui montre justement le dôme de la Galerie des Machines à l'exposition universelle de 89. Donc on est sur l'esplanade du Champ de Mars. Et qu'est-ce qu'on voit par la verrière? Eh bien, on voit le pied un des pieds de la Tour Eiffel, qui a justement donc la fameuse tour de 300 mètres, qui a été construite justement par Gustave Eiffel à ce moment-là, et qui restera, qui deviendra justement un des symboles de la ville. Voilà. Donc l'exposition universelle, elle attire énormément de monde, et tous ces gens, on leur propose des souvenirs en fait. Le développement des petits objets souvenirs liés aux expositions universelles. Bah oui, vous voyez là par exemple, c'est un presse-papier. Quelqu'un me demande le nom du tableau et son titre. Ah oui, alors ce tableau, il s'appelle Le Dôme central de la Galerie des Machines à l'exposition universelle de 89. Et c'est un tableau qui a été par un peintre qui s'appelle Louis Béroux. Et c'est un tableau qui est intéressant parce qu'il vous montre aussi la variété des gens qui viennent, en fait. Donc vous voyez au premier plan, il y a cet homme magnifique avec un turban. Il y en a un autre derrière. Mais derrière, il y a aussi des femmes avec des costumes folkloriques. Il y a un soldat, il y a un bourgeois. Il y a des Parisiennes. Enfin, il y a toute la variété des visiteurs qui viennent à Paris pour découvrir les richesses de ces expositions universelles. Alors Béroux, B-E-R-O-U-D pour ceux qui veulent aller chercher le tableau. À ne pas confondre avec Jean Béraud, qui est un autre peintre de cette époque-là, qui a aussi beaucoup représenté la vie parisienne et qui est très présent au musée Carnavalet. Et donc voici cette magnifique galerie qui est absolument incroyable et qui montre la vie parisienne des élégants un peu de l'époque. Oui. La fameuse Belle Époque d'ailleurs dont on va parler. On peut en parler? On peut en parler? Oui, parlons-en. Donc la Belle Époque, c'est un terme qui a été forgé a posteriori. Hein. C'est bien sûr qu'autour de 1900, personne ne se disait qu'il était en train de vivre une belle époque.
mais c'est un terme qui a été forgé curieusement dans les années d'occupation. On le voit apparaître en 1900... Seconde Guerre mondiale. Oui, de la Seconde Guerre mondiale. On le voit apparaître en 1940 dans une France qui est occupée. Pas en forme. Voilà. Et ce terme va ensuite être adopté pour parler de la période 1900. Mais les historiens se sont beaucoup interrogés sur le choix de cette période, enfin le choix de ce terme à une période effectivement où la France est défaite et qui fait référence à une époque où la France a également été défaite à l'occasion de la guerre de 1870 et avant la Première Guerre mondiale. Donc ce choix de Belle Époque, voilà, il faut savoir qu'il n'est pas complètement dénué de second sens en fait. Il faut savoir qu'il a été forgé bien plus tard et qu'il est un peu naïf en fait dans la façon dont on l'utilise aujourd'hui, qui se réfère à un espèce d'âge d'or d'après la catastrophe de 70 et d'avant la grande catastrophe de la Première Guerre mondiale. C'est comme l'expression, c'était mieux avant. Voilà, c'est un peu c'était mieux avant. Une espèce de nostalgie. Voilà. La Belle Époque, quand on utilise ce terme, c'est un peu c'était mieux avant. Alors bien sûr, ça évoque tout de suite quelque chose dans l'esprit de tout le monde, mais comme toutes les expressions qui ont l'air comme ça parfaites, inoffensives, il faut savoir qu'elles n'ont pas été forgées pour rien et connaître un peu le contexte. Donc, dire quelque chose sur la société à une certaine époque. Mais en tout cas, cet accrochage très très dense comme ça, il est le fruit d'une donation qui a été faite au musée en 2001 par un marchand de tableaux qui s'appelait François-Gérard Seligman, qui a offert sa collection. Et on a choisi de la montrer en proposant un accrochage très serré comme ça. C'était l'accrochage qui était à la mode dans ces expositions qu'on appelait les salons. C'était un accrochage à l'italienne. Non, c'est plutôt un accrochage qui fait référence au salon. Alors qu'est-ce que c'est le salon en deux mots? Le salon, c'est une exposition, c'est un principe d'exposition qui a été initié par l'Académie royale de peinture et de sculpture à l'époque de Louis XIV, qui s'est tenu assez longtemps ensuite au XVIIIe siècle dans le salon carré du Louvre. C'est pour ça que ça a pris le mot de salon et les artistes étaient donc autorisés à montrer leur travail. Et puis après, à la fin du XIXe siècle, il y a eu deux salons principaux, le salon de la Société nationale des beaux-arts et le salon des artistes français. Donc l'un se trouvait au Palais de l'Industrie qui sera détruit pour laisser la place au Grand Palais. Un autre au Champ de Mars. C'était le moment où les artistes pouvaient montrer leur travail. Pardon. Alors, qui choisit en fait l'organisation de l'accrochage? En fait, les artistes dans là aujourd'hui actuellement ou dans les salons. À cette époque-là. Alors pour les salons, il y a un jury en fait qui accepte les artistes qui proposent leurs œuvres. Vous voyez, donc il y a des artistes qui sont refusés. Il y aura d'ailleurs un fameux salon des refusés. Mais ici, on vous parle de... Aujourd'hui dans les musées. Alors, aujourd'hui, dans les musées, qui décide de l'accrochage? C'est la conservation. C'est l'équipe des conservateurs, la direction du musée, l'équipe des conservateurs qui choisit, qui arbitre, qui choisit de mettre en valeur tel ou tel artiste ou effectivement de faire référence à cet accrochage parce que ça permet de parler de la manière dont on accrochait au XIXe siècle. Avec des tableaux qui datent aussi de cette époque. Donc voilà. Ça fait ça. Ça fait sens. Ils sont accrochés comme ils l'étaient quand ils ont été produits dans les salons. Alors moi j'ai bien aimé cette petite anecdote dont vous m'avez parlé avec cet immense tableau qui a une réponse avec un autre tableau là-bas. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui. Alors là, c'est un tableau qui a été peint par Henri Gervex, qui s'appelle « Une soirée au Pré-Catelan ». Donc vous voyez, c'est vraiment un des tableaux les plus connus du musée, qui est assez extraordinaire. Donc il montre une soirée dans un restaurant qui se trouvait dans le bois de Boulogne, le Pré-Catelan. Ce restaurant existe toujours d'ailleurs. Et donc c'est un moment extrêmement élégant. Et on voit c'est un peu un manifeste de la modernité. Vous voyez, il y a un éclairage électrique, il y a une voiture automobile, les femmes portent des robes qui pourraient être des robes de Poiret, de Paul Poiret, il n'y a pas de corset, les corps sont déliés. Et puis les gens qui sont attablés
Il y a ce monsieur un peu ventripotent qui est le marquis de Dion, qui est un des fondateurs de l'industrie automobile. Là, la femme qui nous regarde, ce serait Liane de Pougy, qui est une demi-mondaine très célèbre. De dos, ce serait... Ici. Oui, ce serait Madame Gould. À côté d'elle, il y aurait Élie de Talleyrand. Voilà, donc il y a toute une société élégante, cosmopolite, qui se retrouve pour dîner ensemble. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ce tableau, il n'a pas été créé comme ça par la seule volonté du peintre. En fait, c'est une commande que lui a passée le propriétaire du restaurant, donc un certain monsieur Mourier, qui était le peintre. Ah, Henri Gervex. Henri Gervex. Le nom. Voilà, c'est Henri Gervex. Qui donc a fait ce tableau? Il n'a pas fait que celui-là, il y en a d'autres encore de lui ici. Vous voyez celui-ci par exemple, qui vous montre le cercle de l'île de Puteaux, qui était un cercle sportif, élégant. Il y a aussi celui-là qui s'appelle Le Bal. Enfin, Henri Gervex, c'est un peintre qui a eu une fortune, une carrière, une fortune critique aussi importante, qui était extrêmement recherchée pour ses scènes de vie mondaine, pour ses portraits mondains. Et qui faisait aussi. partie de ceux qu'on appelle du coup les petits maîtres, ce qu'on nous disait tout à l'heure, et qui sont exposés ici. Oui, c'est alors ça il fait partie Lui, non. de la catégorie supérieure des petits maîtres, parce que lui, il a vraiment connu le succès de son vivant. Et il faisait partie d'ailleurs de cette société-là. Il fait souvent figurer sa femme dans ses tableaux. Il paraît que c'est elle qui nous regarde là sur le tableau en rose avec son face à main. Voilà, là, juste là. C'est sa seconde épouse. Donc vous voyez, il était lui-même introduit dans cette société-là. Là. Il paraît que c'est là, c'est elle, pardon, là aussi en bleu, là, de profil. On nous demande combien de temps pour faire un tableau aussi grand? Alors, ça dépend toujours du peintre. Et alors là, je ne sais savoir. pas. Ah, je ne sais pas, mais je pense qu'il a dû aller assez vite parce que c'était une commande. Donc je vais revenir à celui-là, parce que celui-là, c'est un peu le pendant d'une soirée au Pré-Cattelan. Là, c'est une soirée au pavillon d'Ermenonville, le soir du Grand Prix de Longchamp, donc de la course de chevaux. Et là encore, on voit une société très élégante. Vous voyez ici, par exemple, c'est un des plus grands dandys de cette époque qui s'appelle Bonnie Caslan, qui est en train de faire allumer son cigare. Donc il y a tout un monde extrêmement élégant qui est venu assister à la course et qui dîne ensemble dans ce restaurant. Dans ce restaurant très, très, très élégant. Et qui voit-on ici? Eh bien, on voit Monsieur Mourier. Et Monsieur Mourier, c'est le propriétaire de ces deux restaurants, le Pré-Cattelan et le pavillon d'Ermenonville. Et donc, il a commandé au peintre ces deux tableaux. Donc, je pense que le peintre a dû aller assez vite pour faire plaisir à son commanditaire. Absolument. L'heure tourne un petit peu et on a encore plein de choses à vous montrer. Donc, on va aller vers une nouvelle salle qui nous prépare à un lieu absolument fantastique qui se trouve au musée Carnavalet et qu'on va introduire avec peut-être ce vitrail. Oui, alors ce vitrail, il est particulièrement intéressant, donc vous l'aurez reconnu parce que je crois que vous la connaissez bien maintenant, Sarah Bernard. Et donc ce vitrail est très beau et il se trouvait dans l'hôtel particulier de Sarah Bernard qui se trouvait dans le 17e arrondissement, qui était le quartier moderne de la fin du 19e siècle, et la plaine Monceau. Donc il y avait énormément d'artistes qui se faisaient construire, d'artistes qui avaient réussi, qui faisaient construire des hôtels particuliers à cet endroit-là. Et donc Sarah Bernard, elle a effectivement commandé pour son hôtel particulier ce vitrail où elle est représentée dans le rôle de Zanetto dans une pièce de François Coppée qui s'appelle Le Passant. Et donc voilà, c'est un vitrail qui a été réalisé par un maître verrier qui s'appelle Poncin. Et surtout, Sarah Bernard, c'était, pour ceux qui ne le savent pas, une des plus grandes artistes de l'époque. Et donc, elle va avoir l'idée géniale, en 1896, de commander à Mucha, qui à l'époque est un débutant, un artiste
tchèque qui s'est installée à Paris, qui lance sa carrière. Elle va lui commander une affiche pour une pièce qu'elle joue qui s'appelle Gismonda. Et cette affiche magnifique va lancer la carrière de Mucha, qui va devenir immédiatement un des maîtres de ce qu'on va appeler l'Art Nouveau. Voilà. Donc on a la chance au Musée Carnavalet de posséder un décor qui est un des chefs-d'œuvre de l'Art Nouveau. Et en plus, on peut le visiter librement, c'est-à-dire qu'on peut pénétrer à l'intérieur de ce décor et l'admirer comme l'admiraient les gens qui fréquentaient la bijouterie Fouquet à la fin du 19e siècle. Allons-y. Donc ce lieu est une bijouterie qui a été commandée par la famille Fouquet. Et tout a été fait, dessiné par Alphonse Mouchat. Et c'est un exemple parfait de l'Art Nouveau. Alors, si on peut définir rapidement l'Art Nouveau, ce que c'est et ce que ça représente. On le voit ici, hein, mais pour ceux qui ne connaissent pas. L'Art Nouveau, en quelques mots, c'est un courant international qui naît plutôt qui naît en Belgique, hein, en réaction à l'importance que revêt justement l'industrie, une forme de fonctionnalisme. Et l'Art Nouveau va proposer une nouvelle expression, une expression qui va être fondée sur l'observation de la nature et l'inspiration des formes de la nature, en particulier la prééminence de la ligne courbe. Hein. Et donc l'Art Nouveau va vraiment se répandre dans toute l'Europe, alors avec des noms différents. Vous voyez, en Espagne, on parle de modernismo, en Italie, on parle du style liberty. Donc dans toute l'Europe, on va adopter pendant quelques années l'Art Nouveau en l'interprétant et souvent en le fusionnant avec des traditions d'art populaire national. Parce qu'il y a une grande attention qui est portée dans l'Art Nouveau à l'artisanat et à l'importance du beau dans l'utile, hein, comme on le dira encore plus tard. Donc, chacun des pays européens va réinterpréter l'Art Nouveau et introduire, si vous voulez, une inspiration Art Nouveau dans des objets qui sont parfois des objets de la vie quotidienne. En fait, il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de hiérarchie entre l'art et l'artisanat. Et donc, il y a une production extrêmement importante d'objets à ce moment-là et d'objets qui concernent toutes les classes de la population. Alors ici, on est dans un décor qui est en revanche complètement exceptionnel, qui a été commandé en 1901 par Georges Fouquet, qui était un joaillier qui lui aussi a révolutionné l'art du bijou. Vous pouvez voir ses créations au Musée des Arts Déco à Paris ou au Petit Palais aussi. Et donc lui aussi, dans sa création, il va beaucoup s'inspirer de la nature. Et il va commander à Mucha cette bijouterie qui se trouvait rue Royale. Est-ce que l'Art Craft et l'Art Nouveau sont proches? Oui, tout à fait. Oui, ça répond. On a entendu la question, c'est est-ce que l'art Art and Craft autour de personnages comme William Morris. Oui, tout à fait. C'est la même. Il y a la même attention, le même souci de renouveler en fait l'artisanat. Il y a aussi une idée sociale, hein, redonner un sens au métier de l'ouvrier en introduisant le beau dans l'utile. Vraiment, c'est une notion qui est très importante. Alors, donc, cette bijouterie, elle se trouvait 26 rue Royale et elle a existé en fait très peu de temps parce qu'en 1923, elle est démontée. L'Art Nouveau est passé de mode. Parce qu'on va juste mettre devant l'enseigne peut-être pour montrer l'enseigne. Parce que l'enseigne est aussi exceptionnelle que ce qu'on vient de voir à l'intérieur. Alors, l'enseigne, la devanture, elle est exceptionnelle. Donc, cette sculpture, elle a été réalisée par un sculpteur qui s'appelle Seyès, en fait, qui a travaillé d'après un dessin de Mucha. Il faut savoir que pour Mucha, c'était quand même un sacré défi parce que c'est une des premières fois où il travaille en 3 dimensions, même s'il a fait des sculptures, dont une est très connue, qui s'appelle justement La Nature. Mais cette façade, elle est tout à fait extraordinaire. Donc vous voyez, il y a ce mélange de vitraux, de sculptures en haut relief, de montants en bois et de vitrines derrière lesquelles on voyait les bijoux
à l'intérieur de ces coffres extraordinaires. Mais tout a été pensé par Mucha dans cette bijouterie. Vous voyez la mosaïque, la cheminée, ce décor de vitraux avec cet extraordinaire pan au milieu qui diffusait la lumière. Et ces vitrines qui sont malheureusement vides de bijoux. C'est dommage. Mais qui devait, enfin voilà, tout cet ensemble devait provoquer un éblouissement toujours aujourd'hui, hein. absolu pour les gens qui rentraient dans cette bijouterie. Et donc, comme je vous le disais, cette bijouterie, elle a eu une existence assez brève parce que l'art nouveau est passé de mode. Il a été remplacé dans les années 20 par l'art déco. Et on a commencé à se moquer de l'art nouveau. En fait, il y avait eu une production trop importante et parfois d'assez mauvaise qualité. Et donc, l'art nouveau, c'est devenu quelque chose d'un peu ridicule. On l'a même appelé le style nouille. Vous voyez, et on a fait disparaître beaucoup de choses qu'on trouve aujourd'hui très belles. Par exemple, les entrées de métro de Guimard. Oui. Il n'en reste pas beaucoup parce qu'il y en a beaucoup qui ont été détruites. Enfin, voilà, cette expression, elle a été discréditée à ce moment-là. Donc, Georges Fouquet a fait démonter ce décor et l'a offert un peu plus tard au musée Carnavalet où il a été redéployé. Et vous pouvez venir visiter sans aucun problème, puisqu'il me... Ah, il y a une question. Alors, comment ça s'est retrouvé dans le musée? Eh ben, c'est la famille. C'est la famille Fouquet qui a donné ce décor au musée Carnavalet. Alors, ça a été donné dans les années 50-60, mais ça n'a pu être installé complètement qu'à partir de 1989, puisque, comme je vous le disais, l'hôtel particulier dans lequel on est, il a fait partie du musée Carnavalet qu'à partir de 1989. Donc, c'est à ce moment-là qu'il a été installé ici précisément, avec effectivement une structure qui permette de conserver complètement les proportions de la bijouterie. Donc la bijouterie avait vraiment cette taille, avec cet agencement-là. Oui. Le décor, le plafond. Tout est similaire. Oui. C'est une reproduction exacte d'un moment de l'histoire de Paris qui est figé ici et qui continue aussi à vivre de cette manière. Oui, grâce au musée. Oui, parce que ça fait vraiment partie des lieux assez extraordinaires du musée. Ah oui, c'est vrai que c'est absolument superbe. Est-ce que vous avez des questions du coup sur cette bijouterie ou est-ce qu'on a peut-être un peu le temps d'aller vite dans la pièce à côté pour vous parler d'une autre figure emblématique de cette période-là qui est un grand écrivain français qui s'appelle Marcel Proust, qui a écrit À la recherche du temps perdu, qui est un chef-d'œuvre de la littérature française. Et au musée Carnavalet, vous pouvez retrouver une pièce qui lui est dédiée avec ses objets, des objets qui lui ont appartenu, des objets dans lesquels il a dormi et dans lesquels il est aussi mort. Il a surtout créé. Il a surtout écrit. Bon, alors, je t'en perdu. Voilà, alors ici, c'est vrai qu'on est dans un endroit vraiment très particulier, parce que c'est la chambre de Proust. Voilà, donc comme vous l'avez très bien dit, Proust fait partie des immenses écrivains de la littérature mondiale, en fait. Avec À la recherche du temps perdu, il a offert au monde une œuvre sans équivalent. Cet écrivain, il a une existence essentiellement parisienne. Il est né dans le 16e arrondissement. Il est mort à Paris. Dans le 16e arrondissement aussi d'ailleurs. Et il a vécu d'abord avec ses parents près de la Madeleine, et puis après la mort de ses parents en 1906, sa mère meurt en 1905, il s'installe tout seul, 102 boulevard Haussmann, et là il va se consacrer complètement à l'écriture. Alors c'est quelqu'un qui va vivre de manière un peu déréglée par rapport à des normes peut-être un peu conventionnelles. Il va avoir une vie mondaine tout à fait importante. D'ailleurs cette vie mondaine va nourrir son travail, va nourrir son roman. Il va beaucoup s'inspirer de ce qu'il a entendu, vu dans la société parisienne. Et il va se consacrer à ce roman principalement la nuit, ou le matin, quand il revient justement de ces soirées. Et il va écrire essentiellement dans son lit. Alors, il va avoir son lit est ici. Et donc, il va avoir tout un système pour écrire à moitié assis dans ce lit. Et très secondé dans ce travail
Ah, ça sonne quand on s'approche. Est très secondé dans ce travail par sa gouvernante qui s'appelle Céleste Albaret. Et donc, il va écrire comme ça des nuits entières, ce roman sur des petits morceaux de papier qu'ensuite il recollera les uns aux autres. Et puis, comme il ne supporte pas le bruit de la rue, alors il habite 102 boulevard Haussmann, qui est très passant. Il faut imaginer qu'à ce moment-là, Paris, en plus, est pavé, qu'il y a des voitures à chevaux, des voitures automobiles, enfin, un grand désordre. Et lui, ses fenêtres donnent sur la rue. Et donc, il va faire tapisser sa chambre de morceaux de liège, voilà, pour essayer de se protéger du bruit de la ville et pouvoir écrire de manière plus paisible. Et puis, on a beaucoup d'objets, vous voyez, comme c'est un immense écrivain, il y a tout une sorte de culte autour de cet écrivain et de reliques, en fait, hein, qui sont liées à l'existence de Proust. Et en particulier, il y a ce manteau extraordinaire qui a été offert au musée par un grand bibliophile qui s'appelle Jacques Guérin. Donc je crois que ce qui est étonnant, c'est que Proust était très maigre, c'est ça, hein, et qu'il avait ce grand manteau. Alors il avait ce grand manteau, alors, il était très maigre surtout dans la dernière partie de son existence puisqu'il a été très malade, mais il mettait ce grand manteau. Il faut savoir qu'il était aussi très frileux et donc il se calfeutrait littéralement dans ce manteau et sa gouvernante raconte qu'il glissait des morceaux de tissu, des morceaux de coton pour former une sorte d'armure contre le froid parce qu'il avait toujours très froid. Et donc ce grand manteau venait par-dessus cette carapace, si vous voulez, de couche qui était censée le protéger du froid. Donc ce manteau, en tout cas, il est assez extraordinaire et très émouvant, je trouve, parce qu'il suffit à évoquer la silhouette de l'écrivain et on peut l'imaginer comme ça, qui déambule la nuit dans Paris entre le Ritz et son appartement du boulevard Haussmann. Et son lit, Et on va terminer avec une dernière petite anecdote qui est très amusante et qui montre que les reliques de ces personnages si importants pour l'histoire de Paris et donc du coup de la France permettent de reproduire au mieux quelque chose d'assez exceptionnel du coup qui est le couvre-lit. La couleur ici est exactement la même et on connaît la couleur de ce couvre-lit puisque... Parce qu'il y a quelques années, une dame qui s'appelle Madame Elbrun a offert au musée ce fragment original du couvre-lit de Marcel Proust. Et donc, à partir de ce fragment, on a pu reconstituer le couvre-lit que vous voyez aujourd'hui. Donc, vous voyez ce petit morceau de tissu, il a été pieusement gardé dans un petit cadre, comme une relique en fait, hein, comme un petit morceau du Saint-Suaire ou que sais-je, pour conserver la mémoire de l'écrivain. Donc voilà, on va se quitter ici. C'est la fin de ce live. Donc nous étions au musée Carnavalet, musée que vous pouvez visiter très facilement si vous êtes à Paris et gratuitement sur toutes les collections permanentes. C'est un musée qui est très accessible pour les enfants aussi. Il y a toute une partie de la médiation qui leur est dédiée. Donc je vous invite fortement à venir en famille puisque vraiment tout est pensé pour accueillir les petits et les grands. D'ailleurs, les cartels de médiation dédiés aux enfants sont vraiment extrêmement bien faits. Donc n'hésitez pas à venir accompagner par vos petits. C'est un très grand musée, il faut prendre du temps. On peut le faire en plusieurs fois puisque c'est complètement gratuit. Et vous avez des petits bijoux un peu partout dans ce musée qui vous parleront, que vous soyez parisien ou non, comme par exemple un morceau de la Bastille qu'on peut retrouver dans les collections. Cette fameuse bijouterie que vous venez de voir, n'hésitez pas à venir parce qu'elle vaut vraiment, le coup d'œil. On vous remercie vivement, je vous remercie beaucoup Anne-Laure d'avoir pris le temps de faire ce live pour tous ces gens sur TikTok. Merci à vous pour vos questions, pour vos commentaires et puis on vous donne rendez-vous le mois prochain, le 24 avril, pour un nouveau live dans un des musées de Paris Musée qui sera donc au Palais Galliera pour l'exposition Paolo Roversi. On vous souhaite une très bonne soirée et surtout à très bientôt. Merci beaucoup.